Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Luba Jorgensen, qui a traduit du russe Souvenirs et correspondance aux éditions Kalman Levy. Luba Jorgensen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les éditions Kalman Levy font un travail admirable en publiant l'ensemble de l'œuvre de Vassili Grossman, ou presque, dont des souvenirs et une correspondance inédits que vous avez traduit du russe. Vassili Grossman, est-ce qu'il faut dire écrivain russe, écrivain ukrainien, écrivain russo-ukrainien? Alors, je crois qu'il est tout cela, c'est-à-dire qu'il est effectivement très lié à l'Ukraine de par sa naissance, de par la ville de Berdichev, où il a grandi et où sa mère a été assassinée par les nazis. Il est également ingénieur dans le Donbass, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des noms qui aujourd'hui... qui sont dans l'actualité, que le Donbass, on entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc il a toutes ces attaches. En même temps, c'est un écrivain russe puisqu'il écrit en langue russe et c'est quand même la langue qui définit l'écrivain. Il s'est formé dans cette langue. Et puis c'est peut-être avant tout un écrivain soviétique parce que il faut se replacer dans le contexte où l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique et où Grossman, qui est né en 1905, fait partie de cette génération d'écrivains qui sont vraiment formés dans le moule soviétique. Il est adoubé par Gorky, même s'il est certainement... il est lié aussi dans son écriture à Babel, certainement, mais voilà, contrairement à Babel, lui, vraiment, il décide de s'intégrer dans les lettres soviétiques. Alors, Berdichev, il est né à Berdichev et son premier livre, salué par la critique, est, comme vous dites, adoubé par Maxime Gorky, qui le tient tout de suite pour un très grand écrivain. Son premier livre sera consacré à Berdichev. Alors, c'est justement son livre consacré à Berdichev. C'est dans ce livre qu'on entend encore des accents qui nous rappellent Isaac Babel, c'est-à-dire une sorte de niche juive au sein de la littérature soviétique. Mais par la suite, Grossman abandonne cette voie pour mettre en avant précisément les canons, parce qu'il s'est vraiment intégré au canon du réalisme socialiste dans sa jeunesse. Et donc c'est cela qu'il va mettre en avant tout en cherchant à garder son intégrité et à dire la vérité, alors que le mot d'ordre du réalisme socialiste, c'est d'écrire ce qui devrait être et non pas ce qui est. Et c'est là que, dès le début, pour Grossman, il y a une sorte de malaise par rapport au canon dans lequel il va pourtant persévérer. Alors, dire la vérité, il le fait en étant correspondant et en rapportant la bataille de Stalingrad, mais il le fait aussi dans un livre noir qui est un ouvrage collectif qu'il a rédigé avec d'autres sur la Shoah. Il raconte les bombardements de Berdichev. Est-ce qu'il savait déjà que sa mère figurait parmi les victimes ? Alors, il l'a su, il ne l'a pas su tout de suite. Hein. Il ne l'a pas su tout de suite, mais et en fait, c'est assez tardivement, plutôt vers la deuxième, vers la fin de la guerre, qu'il en a absolument la preuve. Mais découvrant les massacres de Juifs par l'occupant, il se doute que sa mère n'est plus en vie. Et ces doutes, d'ailleurs, sont rendus à la fois pour une juste cause, qui est la première partie de la dialogie avec Vie et Destin, que dans Vie et Destin, où finalement la lettre de la mère
écrite à la veille de son exécution, parvient au personnage principal, Schtroumpf. Donc on suit en fait tout ce chemin des doutes. Schtroumpf qui est un peu lui, hein, qui est un peu son double. Qui porte beaucoup de traits autobiographiques, effectivement. Et donc, voilà, on le voit découvrir progressivement, enfin d'abord douter, espérer. Il fait ce rêve incroyable qui est le rêve de Grossman lui-même, où il voit ça. Alors ça, c'est une lettre déchirante écrite à sa mère 10 ans après sa mort. Et je voudrais lire quelques lignes de cette lettre. Chère maman, j'ai appris ta mort en hiver 1944. En arrivant à Berdichev, je suis entré dans la maison où tu habitais et d'où étaient partis tante Anyuta, oncle David et Natacha. Je compris aussitôt que tu n'étais plus de ce monde. Mon cœur l'avait d'ailleurs senti dès 1941. Une nuit au front, j'avais fait un rêve. J'entrais dans une chambre qui ne pouvait être que la tienne et je voyais ton fauteuil vide tout en sachant que tu y avais dormi. Et il termine, ça, il faut la lire entièrement, bien entendu, mais il termine par ces mots. Quand je serai mort, tu vivras encore dans le livre que je t'ai dédié et dont le destin ressemble au tien. Et ce livre, c'est Vie et Destin. C'est Vie et Destin, oui. Et effectivement, Grossman écrit à sa mère, après la mort de celle-ci, 2 lettres absolument poignantes, qui sont reprises dans cette édition de la correspondance. Alors, dans ce récit déroulé à travers des correspondances multiples et diverses, on raconte l'arrestation de ce livre, l'arrestation de Vie et Destin. Quand il remet d'ailleurs le manuscrit de Vie et Destin à son éditeur, on le sent fébrile, mais il attend patiemment et il ne se doute de rien. Bon, il doit quand même... il pensait que le chemin de ce livre serait difficile parce que déjà, celui du précédent l'était. Le précédent, donc, c'était Pour une juste cause, qui a subi de très grandes interventions des censeurs. Et j'en profite pour dire que la nouvelle édition de Pour une juste cause a permis précisément d'intégrer un très grand nombre de passages censurés grâce au traducteur vers l'anglais de Vassili Grossman, Robert Chandler, qui a recherché ces passages dans les archives et qui les a restitués. Donc aujourd'hui, l'édition chez Kalman Levy de Pour une juste cause est une édition beaucoup plus complète et surtout qui change le sens de ce livre. Et qui est de votre signature aussi. C'est vous qui avez fait cette traduction également. J'avais fait cette traduction en 2000 pour L'Âge d'Homme et aujourd'hui j'ai traduit les passages censurés. On a donc aujourd'hui un livre qui se rapproche beaucoup plus de Vie et Destin par sa tonalité et aussi son contenu. Et donc, mais ce livre, justement, le nombre... Il faut dire que Pour une juste cause, c'est un peu un travail préparatoire, une œuvre préparatoire à la parution de Vie et Destin. C'est le premier volet de ce que Grossman considérait comme un diptyque. Donc, on est effectivement, c'est toute la préhistoire de la bataille de Stalingrad qui va être racontée dans le détail dans Vie et Destin. Et lorsqu'on voit la masse de passages censurés, on se rend compte à quel point le destin déjà Pour une juste cause a été compliqué. Et donc Grossman s'attendait sans doute à quelque chose de semblable par rapport à Vie et Destin. Il pensait qu'il aurait à lutter pour sa parution, qu'il devrait sans doute sacrifier certains passages, mais il ne s'attendait pas à ce que le livre soit carrément confisqué, donc arrêté, comme on l'a présenté. Il écrit d'ailleurs, jusqu'alors on arrêtait des écrivains, c'est la première fois que l'on arrête un roman. Ben voilà, donc Grossman comptait... Mais ils n'ont pas osé l'arrêter parce que, tout simplement, il était célèbre. Les gens avaient lu ses correspondances, ses reportages, de la guerre, de la bataille de Stalingrad et de la guerre en général. Du temps de Staline, ça ne posait aucun problème. On arrêtait des écrivains très connus, on les fusillait, et on les emprisonnait. Les temps avaient quand même
même changé en ce sens que, justement, la confiscation du livre montre que les pratiques répressives avaient changé et donc Grossman, justement, je pense qu'il comptait sur cette très légère déstalinisation pour pouvoir amener son livre à publication. Et il écrit, il se démène comme un diable, il écrit à Khrouchtchev, il va voir Souslov, il implore « Et je vous prie de rendre la liberté à mon livre ». Il disait que, effectivement, le fait qu'il reste, lui, en liberté alors que son livre a été confisqué retire sa vie, du coup, n'a plus de sens. C'est-à-dire sa vie, c'est son écriture qui donne sens à sa vie. Et Vie et Destin était un projet en fait, qu'il était à l'apogée, on peut dire, de son talent et de sa technique d'écrivain. Donc, c'est le livre de sa vie. Le fait qu'il soit confisqué, voilà, ça n'avait plus aucun sens pour lui de rester en liberté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va le tuer d'une certaine manière. D'une certaine façon, ça va le tuer. Mais d'un autre côté, voilà, ces lettres qu'il adresse aux très hauts dirigeants et responsables de la culture, les responsables politiques de la culture, s'inscrivent aussi dans une certaine tradition de la lettre au guide, de la lettre au chef. Enfin, Staline recevait des millions de lettres d'individus qui lui demandaient une protection contre les abus du régime. C'est-à-dire cette tradition de la lettre. Moi, j'appelle ça la lettre au bourreau, c'est-à-dire qu'on demande protection à celui-même qui vous persécute. Et ça, c'est une grande tradition soviétique. Mais il ne le fait jamais en se compromettant. Jamais. Il demande, et parfois même il exige, et sans faire sans faire des admonestations pour ça. Non, il ne s'humilie absolument pas. Il reste dans ses lettres. Il garde tout à fait sa dignité et la défend. Louba Jürgenson, de quand date l'incroyable succès mondial de Vie et Destin ? Je dirais qu'il a commencé en 1984, quand la première version parvenue sous forme de microfilm à l'éditeur suisse Vladimir Dmitrievitch a été traduite en français. Donc c'est d'abord d'abord en France que commence son succès. Oui, absolument. Ce qui a motivé, et ensuite donc il sera traduit dans d'autres langues, ce qui a motivé sans doute l'intérêt pour ce livre, c'est son incroyable destin, parce qu'on croyait que on prononce beaucoup le mot destin ici, et c'est normal, parce que Vie et Destin ayant été confisqués, on a cru pendant longtemps, pendant presque 20 ans, qu'il ne restait plus aucun exemplaire, puisque le KGB a saisi non seulement les tapuscrits, mais également les manuscrits, également les brouillons, également les notes. Les bandes de la machine à écrire, partout où ils pouvaient se trouver. Et c'est grâce à des amis très fidèles qui ont pris de grands risques que 2 tapuscrits ont été sauvegardés, dont un qui portait toutes les remarques, qui portait les corrections de Grossman. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs de rééditer Vie et Destin, y compris en français, dans une version plus complète. Il y a eu l'aide aussi de Sakharov, de Helena Bonner, également de Simon Marquiche. Oui. Enfin, tous ces gens ont aidé. Il n'y a pas eu que Vladimir Dmitrievitch qui était éditeur. Non, Dmitrievitch, son mérite est d'avoir accepté de publier ce livre d'abord en russe. D'avoir participé au déchiffrage, au décryptage des microfilms. Mais derrière, il y a effectivement toute une chaîne de gens. Il y a Simon Lipkin, il y a Voinovitch, il y a Bonner, effectivement. Enfin, tous ces gens qui ont contribué. Tout ça est raconté dans cet ouvrage qui a été constitué par le fils adopté de Vassili Grossman, donc Fyodor Gouber, qui relate
date cette histoire et l'histoire du sauvetage du livre. Mais ce sauvetage miraculeux, qui confirmait la phrase de Bulgakov selon laquelle les manuscrits ne brûlent pas. Ce sauvetage miraculeux. Et qui affirme ce qu'avait dit Souslov, ce livre ne paraîtra pas avant 250 ans. Voilà, il a suffi de 20 ans pour que le livre émerge. Donc cette histoire a évidemment contribué au succès du livre. Alors, il y a eu une courte période pendant laquelle il est réhabilité en Russie. On en parlait tout à l'heure avant d'entrer dans ce studio. Et puis, de nouveau, il est minoré, il est mis de côté. Et il n'existe plus en librairie. Il y a eu un film qui a été fait récemment au cours des dernières années, mais l'œuvre en elle-même est totalement scotomisée. Grossman ne peut pas être un auteur apprécié aujourd'hui dans les cercles officiels, étant donné le récit dominant officiel sur la Grande Guerre patriotique, puisque tout ce qu'il écrit va à l'encontre, en fait, démonte complètement ce récit. Le récit selon lequel, d'abord, c'est l'ensemble des soviétiques qui a héroïquement combattu contre l'Allemagne nazie, sauf les méchants ukrainiens. Donc Grossman montre très bien que ce n'est pas ainsi que les choses se sont passées. Il démonte ces canons héroïques et surtout, ce qui est absolument inaudible aujourd'hui, c'est la comparaison que fait Grossman entre le stalinisme et le nazisme. Ça, évidemment, c'est impardonnable, y compris aujourd'hui pour surtout, Vladimir Poutine. Aujourd'hui, encore peut-être plus qu'autrefois, parce qu'aujourd'hui, ce propos est carrément criminalisé, c'est-à-dire que si on tient ce discours, on est passible d'une peine... d'une amende ou d'une peine de prison. C'est un discours qui aujourd'hui est stigmatisé et tombe sous le coup d'une loi. Donc Grossman aujourd'hui irait, peut-être qu'il a échappé à la prison à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui il se retrouverait en prison. Et il y a aussi autre chose qui le conduirait aujourd'hui en prison, c'est le récit sur l'Holodomor. Il y aura d'ailleurs à la fin du mois, semble-t-il, un débat à l'Assemblée nationale sur l'Holodomor, mais c'est l'occasion de rappeler que Grossman a été le premier à raconter ce massacre des paysans ukrainiens par Staline. Absolument, Grossman est parmi les pionniers de ce thème. Alors, il le raconte dans un livre qui n'a pas vu le jour de son vivant, c'est comme d'ailleurs Vie et Destin, mais il s'agit de Tout passe, un livre dans lequel qu'il écrivait pendant les dernières années de sa vie et dans lequel, alors là, il fait preuve d'une très grande liberté parce qu'il savait très très bien que ce livre ne serait pas publié. Donc, dans ce livre, il raconte à la fois le goulag. C'est-à-dire, c'est un ancien prisonnier qui revient, qui a été pendant 3 décennies dans le goulag et qui revient à Moscou. Donc là, Grossman se sert aussi des témoignages qu'il a entendus dans sa famille. Vous avez traduit aussi Tout passe ? Non, je n'ai pas traduit Tout passe. Non, vous l'avez préfacé, simplement. Non, je n'ai préfacé que pour une juste cause. Et j'ai préfacé Vie et Destin pour la nouvelle édition. Voilà. Donc, oui, il y a ce prisonnier, parce que dans l'entourage de Grossman, il y avait bien sûr, comme dans chaque famille pratiquement, il y avait des gens qui avaient passé des années au goulag. Donc, c'est ce témoignage qui fait partie, qui raconte dans Tout passe. Mais il y a aussi effectivement la famine ukrainienne, le Holodomor. Et donc, ça montre bien à quel point Grossman est sensible en fait à toutes les violences de masse qui ont été commises dans les espaces où il a vécu, qu'il a fréquenté. C'est-à-dire, autant il est touché par la Shoah, vraiment en premier lieu, bien sûr, mais il est aussi énormément touché par les violences staliniennes, par le Holodomor, par le destin des paysans ukrainiens. Donc
Il est au cœur de tous ces grands événements. Et effectivement, l'Holodomor, d'ailleurs là, on voit que les thèmes qui étaient tabous à l'époque sont toujours encore et de nouveau tabous aujourd'hui. Il y a aussi, quand même, je crois que c'est son dernier livre qui est admirable, qui s'appelle « Salut aux Arméniens ». Et c'est la première fois, là aussi, qu'un écrivain juif s'exprime, enfin peut-être pas la première fois, il y avait aussi Franz Werfel qui a fait un témoignage sur l'Arménie, mais c'est la première fois que quelqu'un se découvre juif en faisant un reportage sur les Arméniens. Et il y a des scènes absolument très, très bouleversantes. Tout à fait, c'est un livre merveilleux. Mais justement, où une forme de communion se réalise à travers de génocider à génocider. Parce que les Arméniens, alors c'est pas forcément toujours le cas, mais là, Grossman se trouve dans des situations où les Arméniens sont capables de comprendre et de compatir à la souffrance juive et rencontrent en réponse la compassion de Grossman vis-à-vis de la souffrance arménienne. Alors, je redis encore une fois que le travail des éditions Kalman Levy, même sur le plan purement éditorial, est absolument digne d'éloges, parce que c'est la première fois que l'ensemble de l'œuvre est mise à l'honneur de cette manière, et en même temps c'est un acte courageux, parce que ça répond à une actualité aujourd'hui. Donc, Vie et Destin, republié et préfacé par vous, et vous l'avez déjà dit, mais vous le dites dans cette préface, la vérité de Vie et Destin est aujourd'hui de nouveau inaudible en Russie. Tout à fait. C'est-à-dire, ça n'est pas enseigné non plus dans les écoles. C'est contrairement, je pense, à Solzhenitsyn, qui est, je le dis sous votre contrôle. Solzhenitsyn a été effectivement enseigné dans les écoles, mais ce qu'il dit sur la Grande Guerre patriotique devient aussi devient aussi inacceptable pour les autorités. Et en fait, c'est avec Grossman, c'est tout un pan des connaissances qu'on avait sur la période de la Seconde Guerre mondiale qui est évincé de l'espace public russe. Comme si ces révélations n'avaient jamais existé, pour mettre en avant un récit patriotique qui ne correspond absolument pas à la vérité. Donc Grossman reste notre rempart contre le mensonge généralisé pratiqué aujourd'hui en Russie. Il faut lire Vassili Grossman, et dans cette édition, d'abord parce que c'est un grand livre, un très grand livre, peut-être un des plus grands du XXe siècle, et aussi parce que c'est un acte, parce qu'il éclaire beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui. Louba Jürgenson, merci et bon dimanche à tous.